Aujourd'hui, on va parler de sédation, d'analgésie et de curare. Et avant toute chose, il faut vraiment comprendre que ce sont trois choses complètement différentes. La sédation va agir sur le niveau de conscience. L'analgésie, elle, va traiter la douleur. Et le curare va empêcher les muscles de se contracter. Et ça, c'est probablement la chose la plus importante à retenir de cette vidéo. Un patient curarisé n'est pas forcément sédaté et n'est absolument pas analgésié par son curare. Un curare ne fait pas dormir et ne traite pas la douleur. Il paralyse tout le corps. Donc, évidemment, chez un patient qui nécessite une curarisation alors qu'il pourrait être conscient, on s'assure qu'il bénéficie d'une sédation et d'une analgésie adaptée. Vous allez aussi beaucoup entendre les familles dire « vous l'avez mis dans le coma artificiel ». En réalité, coma artificiel, c'est surtout une expression courante. Nous, on va plutôt parler de sédation médicamenteuse. Et surtout, tous les patients sédatés ne le sont pas de la même manière. Certains vont avoir une sédation légère et pouvoir ouvrir les yeux lorsqu'on le parle. D'autres situations nécessitent une sédation beaucoup plus profonde. L'objectif dépend vraiment de la pathologie et de ce qu'on cherche à obtenir, tolérance de la ventilation, certains gestes, certaines situations neurologiques. Et autre chose importante, être profondément sédaté ne veut pas dire être curarisé. Ce sont encore une fois deux mécanismes complètement différents. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve sur nos pousse-seringues? Pour la sédation, vous allez beaucoup rencontrer le propofol, un anesthésique général intraveineux utilisé pour maintenir la sédation, et le midazolam, qui appartient à la famille des benzodiazépines. Petit point terrain avec le propofol, vous pourrez parfois observer des urines vertes, notamment lors d'une administration prolongée. C'est impressionnant, mais cette coloration seule ne signifie pas un surdosage. Avec le midazolam, pensez à l'accumulation, il est métabolisé par le foie et certains métabolites actifs sont éliminés par les reins. Une insuffisance rénale peut donc participer à un réveil plus tardif. On peut également rencontrer la dexmédétomidine ou Dexdor, notamment lorsqu'on souhaite une sédation plus légère ou chez certains patients au réveil particulièrement agité. Pour l'analgésie, on retrouve notamment le sulfentanyl, un opioïde puissant utilisé pour traiter la douleur. Et enfin, les curares, comme le rocuronium ou le cisatracure, vont bloquer la contraction musculaire. Donc retenez surtout, sédater, analgésier et curariser. Ce sont trois objectifs différents avec des médicaments différents. Maintenant que mes PS tournent, comment je sais si mon patient est correctement sédaté? Parce que le but n'est absolument pas de mettre tous les patients à -5 ORS, on a un objectif de sédation, adapté à notre patient et à sa situation. Pour ça, vous allez notamment utiliser le RASS 0, mon patient est éveillé et calme. Quand on descend vers -1, -2, -3 et ainsi de suite, la sédation devient progressivement plus profonde, jusqu'à -5 où il n'y a aucune réponse. À l'inverse, les valeurs positives correspondent à différents niveaux d'agitation. Et à côté de ça, je dois aussi évaluer la douleur avec une échelle adaptée au patient, qu'il soit communicant ou non. Mais surtout, si mon patient s'agite, mon premier réflexe n'est pas forcément « il faut augmenter la sédation ». Je cherche pourquoi il s'agite, est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il est hypoxémique? Est-ce qu'il est inconfortable? Est-ce que sa sonde d'intubation le gêne? Est-ce qu'il a un globe urinaire? Est-ce qu'il est en sevrage? Est-ce qu'il présente un délirium? Une agitation, c'est un symptôme. Notre travail, c'est aussi d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Maintenant, on arrive au curare. Et là, j'ai vraiment besoin que vous reteniez quelque chose. Le curare paralyse, point. Il n'endort pas, il ne traite pas la douleur. Et il ne supprime pas la conscience. Donc imaginez ce que cela signifie,
Un patient peut être totalement immobile, incapable de bouger ou de vous montrer qu'il souffre, sans que cette immobilité prouve qu'il est correctement sédaté. C'est pour cette raison qu'on ne juge jamais la profondeur de sédation d'un patient curarisé simplement parce qu'il ne bouge pas. On s'assure que la sédation et l'analgésie nécessaires sont adaptées avant et pendant la curarisation. Parmi les curares, vous pourrez notamment rencontrer le rocuronium ou le cisatracurie. Et là encore, connaître un peu leur élimination permet de comprendre ce qu'on voit chez nos patients. Le rocuronium est éliminé notamment par voie biliaire et urinaire. Chez certains patients présentant une atteinte hépatique, biliaire ou rénale, son effet peut donc être prolongé. Le cisatracurium est assez intéressant parce qu'il est en grande partie dégradé spontanément dans l'organisme, par ce qu'on appelle l'élimination ou dégradation de Hoffmann. Son élimination dépend donc beaucoup moins du foie et des reins que celle de nombreux autres médicaments. Et vous comprenez tout de suite pourquoi cette caractéristique peut être intéressante chez certains patients de réanimation qui présentent plusieurs défaillances d'organes. Une fois mon patient curarisé, la surveillance infirmière est extrêmement importante. La première chose, la ventilation. Puisqu'on bloque ses muscles, sa ventilation mécanique doit évidemment être parfaitement sécurisée. Je surveille également sa sédation et son analgésie, en gardant en tête que sous curare, certains signes habituels ne sont plus interprétables de la même façon. Je pense aussi aux yeux. Un patient profondément sédaté et curarisé peut ne plus fermer correctement ses paupières. Donc je pense à la protection et aux soins oculaires selon le protocole. Je pense à sa peau, à son positionnement, à la prévention des escarrés aux différentes complications liées à l'immobilité. Et bien sûr, je continue ma surveillance globale, tension, fréquence cardiaque, saturation, diurèse, perfusion. Et vous allez aussi pas entendre quelqu'un vous dire « tu peux faire un TOF ». Le TOF, ou train off four, permet d'évaluer le bloc neuromusculaire. On applique des électrodes, on délivre 4 stimulations électriques et on observe la réponse musculaire. Très schématiquement, plus le bloc neuromusculaire est profond, moins on obtient de réponse. Ensuite, le résultat s'interprète en fonction de l'objectif recherché et du protocole du service. Mais attention à ne pas mélanger, le TOF ne mesure ni la douleur ni la profondeur de la sédation. Il nous renseigne sur le bloc neuromusculaire. Dernier petit point très terrain, on revient quelques secondes sur le sulfentanyl, parce que le sulfentanyl est un stupéfiant. Et qui dit stupéfiant dit traçabilité stricte. Donc on ne prend pas une ampoule, on administre le produit et on jette tranquillement le reste à la poubelle. Toute administration doit être tracée conformément à la réglementation et aux procédures de votre établissement. On respecte les modalités de stockage, de comptage, de traçabilité des quantités utilisées et des éventuels reliquats. Donc lorsque vous arrivez dans un nouveau service, demandez toujours comment fonctionne la procédure stupéfiant. Ce n'est pas juste de l'administratif. Il y a derrière une vraie sécurisation et une vraie traçabilité de ces médicaments. La sédation agit sur le niveau de conscience. L'analgésie traite la douleur. Le curare bloque la contraction musculaire. Donc encore une fois, curariser ne veut dire ni sédater ni analgésier. Et surtout, commencez à faire le lien entre les médicaments et ce que vous observez chez votre patient. C'est vraiment ça qu'il faut développer en réanimation, ne pas seulement connaître le nom des médicaments, mais comprendre pourquoi on les utilise, ce qu'ils font aux patients et ce qu'on doit surveiller derrière. Et maintenant qu'on a compris pourquoi on sédate, pourquoi on analgésie et pourquoi on peut parfois curariser un patient, on est prêt pour la prochaine vidéo, l'intubation.